Nous avons donc une demi-heure, trois quarts d'heure pour un débat d'ensemble. Mais d'abord peut-être des questions spécifiques à Niels. Allons-y. Je voudrais juste poser une question en ce qui concerne effectivement la politique de la France vis-à-vis de ces groupes djihadistes salafistes. Comment peut-on expliquer qu'en Syrie, la France soutient ces groupes, les alimente en armes, en logistique, et puis en conseil militaire, et en même temps donc s'oppose à eux et lance une expédition, j'allais dire, contre eux au Mali. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on parle beaucoup de ces djihadistes qui sont partis de la Libye, etc. Ok, on peut admettre qu'il y avait un stock d'armes en Libye et que tout le monde s'en est emparé, mais pour qu'il y ait pour que les gens puissent continuer à se battre, ils ont besoin d'être payés, ils ont besoin d'argent, même pour acheter des munitions, etc. Qui alimente ces groupes djihadistes? Et bien sûr, il y a le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais je pense que c'est important, c'est intéressant de se poser la question comment ils sont financés et par qui sont-ils instrumentalisés. Et si voilà. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. On prend d'autres questions. Essayons, on va prendre 2 ou 3 questions. Mais c'est tout simplement, moi je voulais vous dire, vous avez cité Tariq Ramadan, effectivement, mais il condamne sur son blog, il condamne dans les termes les plus sévères les salafistes. Et il pose des questions, il donne certains détails quand même assez troublants. Il dit que dans le nord Mali, aujourd'hui, en citant le responsable pour l'Afrique de Total, qu'il y a au moins 5 gisements extrêmement riches de pétrole. Et il pose la question, le nord Mali est un désert absolument affreux, et que ces gens, et que ces gens se trouvent là-dedans, donc qui les pousse à vivre dans ces conditions absolument inhumaines. Donc moi, ce que je veux insister sur le fait qu'il a vraiment, dans son blog, ou au moins, il condamne tout à fait fermement les salafistes. Je ne sais pas comment. Oui, je et après, ce sera à toi, Michel. Après, parce que c'est pas un avis spécial. Bonsoir. En fait, mon observation, en fait, tous les pays où il y a eu des interventions militaires, citant l'Irak, la Syrie, sont des pays aujourd'hui où c'est le chaos, où on a limite des guerres civiles, et je voudrais savoir quel est le traitement du droit international lorsque des pays où il y a des guerres civiles, enfin comment ça se passe d'un point de vue juridique par rapport à des interventions existantes ou futures par les Nations Unies. Une dernière intervention, oui, juste une question. Pensez-vous qu'il y a tentative de mise à mort du droit international par les puissances occidentales, comme aurait dû être le sujet suivant? J'aurais juste pour cette question-là, effectivement, on a un texte, Robert Charvin a envoyé un texte où il avait énoncé une série de faits qui constituaient selon lui donc cette mise à mort, dont certains éléments ont déjà été repris, par exemple aussi par Roland Weil ou Niels lui-même. Voilà. Donc votre question c'était quels sont les éléments? Y a-t-il réellement une tentative de mise à mort de mettre à mort le droit international? Disons, par exemple, Roland et d'autres ont rappelé le principe fondamental de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, que contournent très largement, que les pays occidentaux interprètent très largement à leur façon, et c'est ce que dénonçait par exemple Robert Charvin, comme l'a fait d'ailleurs Roland Weil. Enfin, je vais donner, Niels va répondre à... Oui, on reprendra des questions après. Oui, mise à mort, je crois que le droit international, c'est droit, une forme de droit,
constamment une question de rapport de force. C'est d'abord une question de rapport de force. Et que les États et les puissances utilisent le droit. Et donc le droit international est tordu dans un sens ou tordu dans l'autre, selon les moments, etc. Alors, c'est pas, il n'est pas, je pense que jamais les puissances occidentales ne vont formuler, dire qu'elles veulent mettre à mort le droit. Au contraire, hein, elles vont renforcer le droit qui leur est favorable par rapport à un droit qui leur est plus défavorable. Mais elles ne vont pas le mettre à mort. Le droit fait partie de l'institution même du système pour que ça fonctionne. Enfin, hein. Donc, la question, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Hein. Et surtout pas, il ne peut pas y avoir de volonté de mettre à mort le droit. Il y a de mettre le droit à son service. Ça, il peut y avoir une volonté. Voilà. Ça, je crois. Pour le problème, effectivement, le problème du salafisme, d'abord, très rapidement, deux mots, et je crois que je ne suis pas un spécialiste, mais pour la grande différence entre le wahhabisme et le salafisme sur le problème de l'Oumma, c'est que le wahhabisme se limite à l'Arabie Saoudite. C'est le fondement même de l'État saoudien, mais en même temps qui est quand même, et de loin, le principal État de la région, le plus riche, le plus important, le plus influent, enfin, et avec la Mecque, et enfin tout ce que cela signifie autour comme symbolique. Hein. Le salafisme étant au contraire, alors pour un seul monde arabe, etc., c'est-à-dire, disons, c'est une autre perspective. Et c'est une autre période. Donc ça, c'est bon. Mais je crois le problème, il s'agit pour les groupes armés. Encore une fois, ce qui a nourri ces groupes armés, c'est justement les politiques menées qui ont créé des situations justement dans ces populations. Qui ont, par rapport à ce qui s'est pu se passer en Irak, par rapport à ce qui a pu se passer en Afghanistan, par rapport à ce qui a pu se passer, de rejet de cette politique et de cette domination par les armes utilisées par l'Occident à l'encontre de ce pays-là. Et ça a multiplié les réactions, finalement, de rejet de cette politique-là, et donc alimentant le terrorisme, nécessairement, de manière tout à fait logique. Alors, à part ça, le problème du soutien financier, il est incontestable. Les moyens dont dispose l'Arabie Saoudite et le Qatar sont fabuleux. Ça, il y a une question l'autre jour posée à un ministre qatari à ce propos-là. Il a dit « Mais nous sommes un tout petit pays ». Oui, bien sûr qu'ils sont un tout petit pays, mais ils sont un pays qui a les ONG, les Qataris, déversent par centaines de millions de l'argent, par centaines de millions. Et on sait très bien que par exemple dans le nord du Mali, les armes sont venues effectivement, une bonne partie sont venues de Libye, mais pas toutes. Ils ont le moyen de s'acheter des armes. Ce n'est pas seulement quand on nous dit que c'est parce que ils enlèvent des enlèvements, ce qu'ils pratiquent, hein, et qu'ils touchent de l'argent par les rats, etc. C'est évident. C'est pas ça qui nourrit ces groupes-là. C'est absolument pas ça. Ils ont d'autres sources d'approvisionnement beaucoup plus importantes. Et on sait très bien que quand Nord Mali, et ça les Maliens le disent eux-mêmes, hein, les Maliens disent eux-mêmes, ils arrivent dans le Nord Mali et ils proposent à des jeunes qui étaient effectivement dans la plus extrême misère, dans des situations catastrophiques, même de la faim et autres, ils leur proposent des salaires qui sont pratiquement ceux des ministres à Bamako, quoi, enfin. Hein, donc, c'est extrêmement facile. On sait très bien que c'est comme ça que se passent beaucoup d'élections dans le monde arabe. Ça a été en Tunisie, en Égypte, etc. Les moyens financiers dont ont disposé ces organisations-là, qui ne sont pas toutes salafistes, hein, mais les frères musulmans ne sont pas salafistes, mais ils sont quand même sous l'influence de ces idéologies-là. Et donc, on sait très bien qu'ils disposent de moyens énormes. Et c'est le cas en Syrie. Et même les États-Unis et la France ont des réserves contre la façon dont
certains mouvements qui appartiennent à la coalition contre El-Assad sont financés et armés, directement armés. Donc là, il y a une contradiction entre alliés, interalliés, et je crois qu'il faut pas, elle doit être affirmée, déclarée. Est-ce que on peut être à la fois allié en Syrie avec ces organisations-là ou en Libye avec ces organisations-là et les combattre ailleurs et les combattre encore de manière diversifiée, parce que vous remarquerez, si vous faites attention, vous remarquerez toujours que actuellement on s'en prend à Tombouctou parce que c'est Al-Qaïda islamique qui est à Tombouctou. Hein. On préserve Ansardine et Moudjahou, hein, parce qu'ils sont eux ont des liens Al-Qaïda islamique qui vient du GIA n'a aucun lien avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ça c'est l'opposition, c'est la vieille opposition de Ben Laden en rupture, qui est bien qui garde les rapports avec l'Arabie Saoudite parce que c'était un peu de son pays d'origine. Il avait des filles, mais Al-Qaïda même est en rupture, hein, parce qu'ils sont pour l'Oumma, ils sont pour le grand monde musulman, enfin. Donc c'est là où il y a le problème. Mais à part ça, il y a une forte ambiguïté. Et est-ce qu'on peut mener ces guerres interventionnistes avec une telle ambiguïté? Parce que finalement aujourd'hui, c'est la première fois où on voit ce croisement des alliés, au sein même des alliés. L'intervention en Afghanistan n'était pas du tout le même caractère. Parce que là, on avait Al-Qaïda qui était bon et qui n'était pas et on était en Afghanistan. Là, on a vraiment une situation qui rend encore plus compliquée la question des interventions militaires. Et on est qu'au début de ce problème-là. Oui, une seconde, le cas de l'Afghanistan est quand même, parce que l'Afghanistan c'est quand même pas spécialement Al-Qaïda, c'est d'abord les talibans qui sont un mouvement islamiste, mais qui n'est pas assimilable à... Oui, bien sûr. Au début, c'était l'Arabie Saoudite qui a recruté pour la guerre contre l'Afghanistan socialiste. Ah, contre l'Union, à l'époque de l'Union soviétique. Ben oui, enfin, c'est l'Arabie Saoudite qui a recruté les armées. Enfin, ok. Oui. Alors, on va essayer un peu le but de cette réunion. Enfin, je donne tout de suite la parole à Roland Veil. Le but de cette réunion, c'était quand même un peu en conclusion, de voir un petit peu quels sont les grands principes. On parlait de droit international, qui serait ou non mis à mort ou pas, etc. Mais dans ce que nous voudrions aboutir, c'est quels sont les grands principes, les critères, les fondements auxquels nous devrions nous attacher et mettre en avant, etc. Donc voilà, Roland va nous... Oui, juste que je pense qu'il ne s'agit pas d'une mise à mort du droit international, mais je ne suis pas non plus d'accord pour dire que chacun utilise le droit à sa manière. En réalité, ce que nous avons publié avec mon épouse un bouquin qui s'appelle « Sortir le droit international du placard », en réalité, le droit international est violé systématiquement. On ne peut pas dire qu'ils le prennent à leur compte. Quand ils font la résolution sur la Libye, mais cette résolution sur la Libye, elle ne prend pas le droit international à son compte, elle le viole. Quand ils font l'OTAN ne reprend pas le droit international à son compte. C'est une violation du droit international, mais un droit international qui est ignoré. On dit que l'ONU est une vieille chose, en réalité la charte elle est encore en couveuse actuellement. C'est une grande modernité, c'est la première fois qu'on porte au niveau mondial la notion de souveraineté populaire comme valeur universelle de souveraineté nationale, en tant que souveraineté des peuples. Et aujourd'hui le problème, c'est que c'est nié, c'est totalement rejeté et tout est fait pour empêcher, pour récupérer, je disais, l'ONU pour le vieux droit, empêcher le droit international à telle enseigne que il m'arrive souvent de faire des réunions pour le mouvement de la paix ailleurs, sur la charte, sur le thème que veut l'ONU? Non, que voulons-nous que l'ONU fasse? Eh bien, quand je fais un truc sur la charte, on me dira, mais vous nous avez beaucoup appris, on a fait mieux.
On a fait dans des établissements scolaires des interventions sur la charte. On a eu le proviseur qui nous a écrit, on avait fait pour quatre classes réunies de quatrième. Merci, vous avez beaucoup appris à nos élèves, à mes professeurs et à moi-même. Car on en est là. Le droit international, il n'est pas connu pour qu'on ne le prenne pas en main, parce que c'est une force des peuples. Alors moi, je voulais insister là-dessus. Puis le deuxième aspect, une idée, une dimension qu'on a complètement, que j'ai oublié tout à l'heure, que je crois qu'il est tout à fait en dehors, c'est que la société internationale, elle est à sa manière dans la même situation que les États-Unis après la fusillade de Newton ou ailleurs. Le commerce des armes. Mais enfin, ces armes qui sont un marché considérable, une source de profit considérable, n'oublions pas que dans la guerre d'Afghanistan, le diplomate qui a été le chef de la campagne américaine contre l'Afghanistan, mais c'était jamais qu'un des dirigeants de Halliburton, qui est un... Il ne faut pas oublier, et cette notion actuelle de rôle des armes qui se baladent partout dans le monde, qui sont fournis tantôt aux uns, tantôt aux autres, les mêmes producteurs d'armes qui le donnent à certaines tribus et ensuite à celles d'en face pour qu'ils se battent et fassent un conflit local, etc. Mais la guerre rapporte, et c'est un élément qu'il ne faut pas oublier de prendre dans ces dimensions. Merci Roland. Alors allons-y, des remarques, toutes les remarques, questions, remarques, allez-y, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vais vous demander, monsieur, comment se fait-il que la France continue à accepter les investissements du Qatar, ici même, si facilement? Quelle était la question? Qu'est-ce que va devenir le Paris Saint-Germain? La France accepte les investissements du Qatar chez nous, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça les accepte comment? Non, mais c'est un vrai problème qui se pose maintenant avec une acuité particulière à la suite avec la Syrie et le Mali. C'est le problème des alliances passées par les pays occidentaux, du reste, pour maintenir finalement une domination, l'hégémonie, dans un contexte où effectivement le rapport avec les pays émergents devient de plus en plus, comme on dit, on appelle encore pays émergents des pays qui ont déjà émergé. Maintenant, il ne faut pas faire d'illusions. Le rapport avec les pays et les nouveaux pays ayant émergé est un rapport qui est de plus en plus difficile, qui oblige, il y a une recherche d'alliance et les pays du Moyen-Orient sont très ouverts à ce type d'alliance. Mais le problème qui est effectivement posé, c'est qu'aujourd'hui ces pays ont l'argent. Finalement, ce n'est plus les Européens qui investissent dans ces pays et qui en tirent profit, c'est ces pays-là qui sont en mesure d'investir dans nos pays et de tirer profit dans nos pays. Donc on a une situation totalement inversée. Et c'est une question des alliances qui se pose avec... par exemple, il y a un pays qui a offert à la France d'intervenir militairement au Mali. Un pays. La Russie. Qui le dit? C'est très ennuyeux pour la France que la Russie soit le seul pays qui soit prêt à venir aider la France parce que les Russes sur avec la question tchétchène et autres sont très motivés sur cette question-là. Donc et puis en plus il y a la question syrienne derrière, il y a tout. Mais silence. Alors on comprend très bien pourquoi il y a le silence, mais il y a beaucoup. Le problème c'est que vous soulevez, c'est qu'il y a beaucoup trop d'ambiguïté qui sont derrière ces problèmes d'alliance et que elles vont se révéler au fur et à mesure que les événements qui vont se dérouler dans les mois à venir, et c'est vraiment des problèmes qu'il faut prendre en compte et qu'on ne peut pas ignorer. Ouais. Moi, je pense là-dessus, c'est important quand même de voir qu'il peut y avoir aussi une métamorphose sociale en France, parce que quand le Qatar investit dans les banlieues, je sais qu'il y a eu plusieurs personnes arrêtées en Syrie qui sont des djihadistes français, qui étaient donc qui venaient se battre en Syrie. Donc la question se pose aussi par rapport même à
à la cohésion sociale de la France, en fait, en interne. Je dirais par rapport rapidement, à ces là, investissements. effectivement, les transits financiers qui sont incontestables, les passages d'argent, c'est pas le gouvernement ou l'État qatari ou l'Arabie Saoudite qui le fait directement. Ça passe par des ONG et par différents canaux qui paraissent humanitaires, sociaux, culturels, etc. C'est ça les voies d'acheminement, bien sûr. Mais pour revenir à la question du rôle de l'ONU, il y a dans les rapports de force qui étaient quand même beaucoup plus favorables à l'ONU dans les années 60 au moment de la décolonisation et de Bandung, il y a eu une fameuse résolution votée en septembre-octobre 1960 sur le problème de la décolonisation et du rapport que les pays devaient avoir avec la libération des pays colonisés, et dans lequel il était fait mention, bien sûr, de la domination et de l'exploitation de ces pays-là, mais il était aussi fait état de la subjugation de ces pays-là. Et la subjugation est un terme qui a disparu, et le peuple malien, aujourd'hui, si on prend le peuple malien, il est doublement subjugué. Il est subjugué au sud, en disant seule l'intervention française peut nous sortir de là, et au nord, il est subjugué sous une pression, effectivement, des intégristes et des islamistes qui aussi arrivent avec des moyens financiers qui lui permettent, effectivement, avec quelle issue pour ces pauvres populations, ça on le comprend, mais il y a une double subjugation. Hein, et donc, ça, je crois que c'est des choses à soulever. Hein. Il y a pas le Malien aujourd'hui, on comprend tout à fait le Malien qui dit il faut que la France soit là, parce que sinon ils sont demain sous la coupe. Et inversement. Bon, allez-y, d'autres remarques. Vous aussi, vous avez... Après, qui va en parler? Mais que faire de l'ONU au moment où il y a intervention, occupation, colonisation, division d'un pays, qui depuis 1974, c'est le cas de Chypre, fait appel à l'ONU, fait appel aux résolutions sans terrorisme qui sont accusés nos voisins palestiniens. Que faire dans ces cas-là? Si la division, l'occupation, la colonisation continue. Et les mêmes divisions sont à reproduire, peut-être en Libye, au Mali, en Syrie. Les divisions, en fait, pullulent au lieu que ça soit arrêté. Bonjour. J'aurais juste une question à Monsieur Veil. En fait, vous avez présenté une vision un peu, à mon sens, dépassée de la Charte des Nations Unies et de l'ingérence. Juste pour resituer le contexte, je sais que M. Anderson a écrit un livre qui s'appelle « Responsabilité protégée de guerre humanitaire » en collaboration avec d'autres auteurs, notamment Jean-Marie Fardeau. Ma question s'adresse à Veil. À mon sens, la responsabilité de protéger est une évolution qui permettrait d'éviter des génocides, des crimes de guerre et autres violations, dans le sens où ça représente une alternative au droit d'ingérence. Donc, ensuite, ce qui me pose problème, c'est l'instrumentalisation des États, par exemple la France et les États occidentaux, de cette norme. Mais cette norme, à l'origine, est née d'une initiative qui n'est pas forcément des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Elle est surtout née d'initiatives de la société civile, de mouvements transnationaux. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Merci. Il y avait une autre, on va prendre une autre intervention, et ensuite nous allons les autres répondre. Oui, je voulais simplement demander, si en sortant d'un point de vue strictement juridique, même de trop de préoccupations morales, si on appliquait strictement le principe de non-ingérence, partout et toujours, de non-ingérence des États, qu'est-ce qui se passerait exactement sur le terrain, concrètement, de l'avis de tous les spécialistes qui sont ici?
Une question difficile, hein. Question très difficile. On va répondre, enfin, les gens vont essayer de répondre. Bon, je vais répondre déjà à la dernière question. Je l'ai dit dans ce que j'ai dit, personne ne confesse que ce principe, donc de la non-ingérence, peut servir, et qu'il a servi, à couvrir les pires dictatures et les pires exactions. C'est un fait. C'est un fait. Oui. Le problème, c'est qu'il faut cheminer, il faut trouver les voies, etc. Et que la voie du droit d'ingérence, qui pouvait être une superbe idée, puisqu'elle est partie finalement de l'idée des French Doctors, mais l'exploitation, enfin, l'usage qui en a été fait, dans le contexte d'après 1990, a tourné à finalement une série de catastrophes humaines, qui ne sont peut-être pas pires, mais pas moins pires que celles qui auraient eu autrement. Donc on sait que ça pas. Et là, je reviens, le droit entre le devoir de protéger et le droit d'ingérence humanitaire, il y a une différence de formulation, mais il n'y a pas de différence de fond. De fond. Même ceux qui l'ont rédigé le disent. Il fallait se sortir. Je me rappelle la phrase de Védrine, il fallait se sortir du piège du droit d'ingérence humanitaire pour trouver une autre formule. Se sortir du piège. C'est donc qu'ils ont trouvé une autre formule, une autre formulation, mais la Libye a montré qu'on n'était pas sorti du piège, puisque la Libye en est le résultat. Ça, je crois. Maintenant, sur l'ONU, effectivement, l'ONU est une coquille vide. Elle est une coquille vide, elle est le produit des États qui la composent. Et elle est le produit, plus que des États, elle est le produit des gouvernements des États qui la composent. Donc, c'est encore une fois un problème de rapport de force. Et c'est vrai que l'ONU, quand il y avait la période, disons, bilatérale, Est-Ouest, a été une ONU. L'ONU, au moment de Bandung, et qui a eu finalement la troisième force avec ça a été une ONU différente. L'ONU, après 1990, totalement unilatéraliste avec la domination américaine, a été une ONU différente encore. Et actuellement, on est dans une ONU transitoire qui devient multilatérale. C'est pas encore très clair, mais ça, c'est dans ce cadre-là que ça évolue. Et qui devient plurilatérale, mais pas encore multilatéraliste comme elle devrait l'être, parce que c'est ça le problème. C'est le respect d'égalité dans les rapports entre États. Et ça, bien sûr, encore une fois, si la paix kantienne n'est pas pour demain, l'équilibre, l'égalité entre tous les États n'est pas encore pour demain non plus. Donc c'est bien dans cette logique-là qu'il faut créer d'autres rapports de force avec au fur et à mesure que l'évolution des situations. Oui, j'irai dans le même sens en disant ceci, attention, la responsabilité de protéger, outre que je maintiens encore une fois qu'il ne faut pas se borner à avoir une résolution à la tête du client, il ne faut pas oublier que l'ONU a eu un rôle extrêmement positif pendant les 45 premières années. Il y a eu la résolution sur le droit des peuples à leurs ressources naturelles, il y a eu la résolution déclarant l'arme atomique illégale, criminelle, il y a eu la résolution initiant le droit au développement, il y a eu des quantités de choses dans ce genre-là. C'était à une époque où il y avait à l'ONU une majorité composée par les pays socialistes et les non-alignés issus de la décolonisation. C'est-à-dire que, quel que soit, on a dit, ah oui, mais les soviétiques, ils agissaient pour la décolonisation, pour le droit des peuples, etc., c'était pour affaiblir leur adversaire occidental. Peut-être, j'en sais rien, mais le résultat, il est là. C'est qu'il y avait un front majoritaire qui se battait pour l'application des principes de la charte. Et puis en 90, il y a eu l'effondrement. Il y a eu que les pays non alignés. Moi, il y en a un qui me l'a dit, le président des juristes palestiniens de l'époque, qui a dit « Nous avons perdu notre bouclier ».
ils se sont découragés. Eux-mêmes ont cessé pendant, ils reprennent maintenant, mais ils ont cessé pendant un certain temps de mener leur combat à l'ONU. Et l'ONU est devenue la mise en œuvre de la proclamation par Bush. Maintenant, c'est le leadership américain. Parce que pendant les 50 premières années de l'ONU, le jeu, la logique de l'ONU, c'est-à-dire rôle des peuples, a été totalement mis entre parenthèses parce que tout était dominé par les rapports Est-Ouest. Et après, Sud, Est-Ouest. Tandis qu'à partir du moment où il n'y a plus ce rapport Est-Ouest, on est arrivé à la véritable bipolarisation qui est puissance contre peuple ou peuple. Et que le rapport de force d'aujourd'hui, il est là, et que c'est à ce moment-là que le contenu réel de la charte prend toute sa vérité, mais que c'est ce combat qui est maintenant en cause. Et il est incontournable, il n'y en a pas d'autre. Alors, aujourd'hui, sur la question de l'ingérence, le droit international interdit l'ingérence, et dans sa construction fondée sur les droits des peuples, il est juste. Et la responsabilité de protéger, qui résulte d'une simple résolution, sans avoir modifié la charte, et donc sans avoir aboli l'article 2.7 qui proclame cette non-intervention, et le Conseil de sécurité peut agir, mais pas en intervenant dans les affaires intérieures. Eh bien, il s'agit de mettre ça en vacances par un acte qui met en échec le droit international et qui permet simplement à la carte, selon ce qu'en pensent les puissances dominantes dans le rapport de force, où ça va être une obligation de protéger, où ça va pas l'être. Où c'est utile de faire une ingérence, ou c'est pas utile de faire une ingérence. C'est-à-dire qu'on substitue au principe de l'égalité un principe d'opportunité. La vieille notion d'opportunité ou d'état de nécessité ou de légitimité faisant, c'est bien connu, échec au principe de l'égalité. Et la résolution R2P, elle revient en fait à s'inscrire contre le principe de l'égalité pour y substituer le principe d'opportunité. Un principe de subjectivité contre l'objectivité de la disposition juridique. Il est là le problème. Et de toute manière, il n'y a pas de solution autre que quand on dit les États. Mais les États, nous sommes, quand notre État fait quelque chose à New York, c'est nous qui en sommes responsables. L'exercice de notre citoyenneté, de la démocratie, elle comporte les compétences de relations internationales aussi bien que les compétences sur les droits sociaux en France. Et d'autre part, tout ce qui est fait étant fait en notre nom, quand on fait à l'égard d'un peuple, qu'on ne fait pas à l'égard d'un peuple, nous en sommes responsables. C'est à nous d'agir sur notre État et d'agir avec les autres peuples en concertation pour agir sur nos États. Elle est là la réponse, la solution. Et elle suppose aussi la maîtrise sur les États et par conséquent ça renvoie toujours aux deux fondements. L'obligation de droit des peuples, connaître le droit international qui leur est favorable pour l'appliquer. 2. Avoir les moyens économiques de le faire, ne pas avoir contre eux la domination économique du monde sur les États. Et 3. Encore une fois, arriver à un désarmement et à une mise hors la loi de l'armement. Parce que finalement, ce marché des armes est tout de même un élément qu'il faut aussi prendre en compte. Merci. Bon, moi, je vais rajouter une petite remarque concernant des questions qui ont été posées. Je reviens sur la responsabilité de protéger. R2P, l'expression R2P qu'a employé Roland pour les non-spécialistes, en anglais c'est Responsibility to Protect. Tout, c'est traduit par deux. Théo. Alors, R2P veut dire responsabilité de protéger. Hein. Bon, ça c'est pour l'amusement. Maintenant, pour revenir à la question, je crois qu'on est là devant un problème extrêmement difficile, parce qu'effectivement, on n'a pas à rester les bras croisés, comme disent certains, quand il y a des choses horribles dans certains pays. C'est difficile. D'un autre côté, le problème, c'est qu'effectivement, bon, il est vrai qu'aujourd'hui, les interventions, comme ça a été dit par les uns et les autres, sont sélectives et se font à la carte. Alors, comment résoudre ce problème? Ce qu'il faudrait, il y a les droits des peuples, etc., comme l'a dit Roland. Maintenant, moi, il me semble, il faudrait arriver à mettre au point d'une manière ou d'une autre, soit en instaurant dans la charte un droit d'ingérence humanitaire
sous certaines conditions, ou autrement, mais il faudrait le faire avec des critères extrêmement clairs et précis pour savoir quand et de quelle façon on doit ou non intervenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui fait que les uns ou les autres le tirent à leur profit. Toutes ces choses-là. La solution, c'est aussi de supprimer la domination des marchés, parce que si ce n'était pas la domination des marchés, l'ingérence humanitaire ne pourrait pas couvrir l'ingérence des marchés. Alors, à ce sujet-là, il y a un très bon livre de Olivier Weber et Ronnie Broman qui s'appelle Critique de la raison humanitaire. Donc je vous le dis parce que c'est très passionnant. Ronnie Broman avec Olivier Weber, qui est un ambassadeur itinérant, tout récent, chargé de la protection des droits de l'homme. Critique, Ronnie Broman et Olivier Weber. Critique de la raison humanitaire. Excellent. Moi, merci beaucoup. J'ai pas vu ce livre, mais vous savez que Ronnie Broman était par exemple à plusieurs de nos conférences, et donc ça me fera très plaisir de regarder ce livre. Alors, allez-y, vous vouliez dire quelque chose? Non. Ah, il y a vous qui avez demandé la parole? Non. Qui a demandé quelque chose à propos de la guerre de Corée qui a quand même été... c'est l'ONU qui avait... c'est bien l'ONU quand même qui a autorisé les États-Unis à envahir la Corée, non, en 1956? Non, c'est plutôt... Bon, c'est la question de la guerre de Corée qui date de 1950. La question est plus compliquée. Normalement, elle ne pourrait pas... Non, attendez, je vous réponds. Normalement, cette guerre de Corée, elle a été décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui, en 1950, ce qui était contre la Corée du Nord accusé d'agression. Alors, a priori, c'était totalement impossible, puisque membre permanent de l'Union soviétique, elle soutenait la Corée du Nord. Donc, il ne pouvait pas y avoir une telle décision du Conseil de sécurité. Alors, c'est une sombre histoire où le Conseil de sécurité a décidé de lancer la guerre de Corée en l'absence de l'Union soviétique, qui à l'époque protestait contre le refus d'admettre le nouveau pouvoir communiste chinois à l'ONU. Donc, alors normalement, dès qu'elle a été accent, si on s'en tient à la Charte des Nations Unies, le texte de la Charte dit que pour qu'une décision, c'est toujours le texte actuel, vous pouvez vérifier sur n'importe quel site, le texte de la Charte nous dit que pour être adopté, une résolution doit recueillir le vote affirmatif d'un certain nombre de ses membres, incluant les voix de tous les membres permanents. Donc, à l'époque, en 1945, l'idée, c'est les pays, les 5 membres permanents, il fallait qu'ils mettent vraiment leur tampon. Donc, s'ils s'abstenaient, normalement, ça ne passait pas. Une résolution ne pouvait pas être adoptée. Alors, en l'absence de l'Union soviétique, des pays occidentaux ont décidé d'interpréter autrement le texte que je viens de citer. Allez, vas-y. C'est mieux que ça, et ça montre combien j'ai raison de me méfier des tribunaux. C'est qu'ils ont imaginé... Il y avait le principe d'unanimité, comme il vient de rappeler. Et les soviétiques ont dit, ils ne voulaient pas prendre position avec les Chinois, ils ne voulaient pas non plus avec les Occidentaux, ils ont dit on ne vient pas, comme ça ils ne pourront pas prendre la décision. Et les autres ont alors consulté la Cour internationale de justice, laquelle a joué sur les virgules pour dire ah mais le vote affirmatif. Dès lors qu'on ne vote pas contre, c'est qu'on est d'accord avec la décision. Et c'est comme ça, par cette décision de la Cour de la Haye, que le principe d'unanimité a été renversé en droit de veto. Vous ne trouvez pas le mot veto dans la charte. Il n'existe pas dans la charte. Il a été une gymnastique de virgule de la part de la Cour de la Haye. Lisez le texte de la charte, c'est très intéressant, parce que n'importe qui normalement constitué, le texte dit qu'il faut que les 5 membres permanents soient positivement d'accord, qui votent pour. Ah oui, moi, je ne vois pas comment on peut interpréter autrement, mais comme vient de dire le Roland, je suis d'accord bien sûr, la Cour internationale a décidé pour une question de manière, pour faire plaisir, en gros, elle a décidé pour faire plaisir aux pays occidentaux. Ah oui. C'est un vieux litige avec Roland, mais le droit de veto n'est pas dans la charte. Il n'est pas dans la charte, c'est absolument sûr. Mais le droit de veto a été discuté à San Francisco et adopté à San Francisco dans le cadre de la conférence de San Francisco qui a fondé les Nations Unies. Le droit de veto a été exigé par un communiqué commun des États-Unis. La France n'y était pas encore, elle n'était pas encore membre. Ah, la France n'était, au début de San Francisco, la France n'était pas membre, elle était mise après. Il y avait les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et la Chine. Et la Chine qui était le Chiang Kai-shek. Et qui ont déposé une motion à 4 en disant nous ne pouvons pas accepter de défendre les questions de la paix
d'avoir la responsabilité de défendre la paix dans le monde et qu'une mesure soit prise à notre encontre. Cette résolution, cette déclaration a été combattue, mais admise. Donc ça n'est pas retenu, mais le débat a eu lieu et le droit de veto donc a été à ce moment-là formulé. Il y a des pays comme la Hollande, par exemple, qui est fortement opposé, et d'autres pays du Sud, l'Amérique du Sud aussi, mais la chose est passée. Oui, je suis encore pas tout à fait d'accord, en ce sens que si dans les travaux préparatoires, l'idée de veto a effectivement été formulée, elle a été dans le sens où on veut empêcher qu'il y ait une décision majoritaire qui ne tienne pas compte de nous, on veut être maître. Donc, ça a été dit comme ça. Donc, c'était le veto au sens littéraire et philosophique du terme. Mais en droit, quand ça a été inscrit dans la charte, ça n'était plus un veto, c'était en principe l'unanimité. Ok, là je crois qu'on s'égare dans des choses très intéressantes, et je crois qu'on arrive un petit peu à la fin de notre, réunion. Est-ce qu'il y a encore d'autres bon, et comme d'habitude, de toute façon, on n'espérait pas arriver à des conclusions définitives dans cette réunion pour décider du sort du monde. J'espère que les questions qui ont été discutées ont pu être intéressantes pour tous ceux qui ont voulu y participer. Je remercie tous ceux qui sont venus ici ce soir et tous ceux qui ont fait des interventions.